Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire qui conclut la série de 3 webinaires qui avaient pour thème la valorisation du biogaz en bio-GNV. Cette série a été organisée par Tenerdis, Ora2E, l'ADEME et le CARA, que je représente en tant que chargé de mission énergie alternative. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'Ambition Biogaz 2023, qui est une charte régionale pour accompagner le développement de la filière. Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques informations. Vos micros et caméras sont coupés et ne sont activables que lorsque vous intervenez. Pour les questions, vous pouvez les déposer dans la conversation sous le format questions. Les intervenants prendront le soin d'y répondre en fin de séance. Enfin, ce webinaire sera enregistré. Le webinaire d'aujourd'hui a pour thématique le véhicule bio-GNV, une réalité. Il est constitué de 4 interventions. La mobilité décarbonée zoom sur le bio-GNV par Gilles Durand. Bio-GNV et motorisation à haut rendement, une combinaison gagnante pour la mobilité à faible impact environnemental par Xavier Gautreau. La transformation de véhicules agricoles pour le carburant bio-GNV par Olivier Marchand et la stratégie de conversion d'une flotte de bio-GNV par Sébastien Micoulet. Je passe désormais la parole à Gilles Durand pour la mobilité décarbonée zoom sur le bio-GNV. Monsieur Durand. Voilà. Merci. Je vous Bonjour, passe vous la parole. m'entendez? C'est Oui, bon? on vous entend. Moi, je vais démarrer. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce web séminaire. Bon, c'est une pratique qu'on commence à connaître maintenant depuis la sortie du confinement. Et j'avoue que c'est un moyen très, très intéressant pour passer des messages et échanger avec un grand nombre d'acteurs sans organiser des réunions physiques. Voilà. Alors, par contre, oui, si pour passer, je suis désolé. Voilà, donc première intervention que je voulais faire, premier message, ça concerne l'Association française du GNV, qui représente aujourd'hui une filière extrêmement dynamique et transverse. Je vais vous en dire deux mots. En 2012, il y avait 37 adhérents dans l'association. C'était une association qui était cantonnée à des activités très spécifiques, le transport de voyageurs par autobus, et puis la collecte d'ordures ménagères. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout simplement, l'autonomie des véhicules réduisait fortement les usages. Et donc, c'était une autonomie qui était de l'ordre de 200 km. Voilà, et donc les bus et les bennes ordures qui rentraient le soir dans leur dépôt pouvaient se recharger pendant la nuit. Et voilà, c'était l'usage commun à l'époque. Et puis en 2012, en fait, on a commencé à parler des particules dans le diesel, des pics de pollution. Et là, beaucoup d'acteurs de transport et de la logistique ont commencé à regarder de manière plus sérieuse le développement du gaz, je dirais en creux par rapport au développement d'électrique qui pouvait présenter certains problèmes sur les poids lourds et puis également sur les véhicules utilitaires en matière d'autonomie et de charge utile à emporter. Voilà. Donc à partir de 2012, la filière s'est développée à peu près au rythme de 10 nouveaux adhérents par an. Et ça s'accélère puisque sur le premier semestre 2020, nous avons plus de 10 adhérents qui ont adhéré à l'association. Alors ce qu'on retrouve aujourd'hui en fait dans l'association, c'est une vingtaine d'énergéticiens, donc des gaziers, mais également des pétrogaziers et puis des pétroliers. Et donc on a une offre de stations, enfin de livraison de carburant qui est assez étoffée, qui a permis d'ailleurs de faire jouer un peu de la concurrence au niveau des territoires sur le développement de ces stations, qui sont essentiellement liées aujourd'hui au transport routier de marchandises, mais également de plus en plus au transport de voyageurs par autocar, puisque ce sont les mêmes stations qui seront utilisées. Bien évidemment, ça s'est développé également sur les bus et sur les bennes à ordures, puisque c'est le marché historique qui commence à repartir de manière très importante. Je pourrais en dire deux mots tout à l'heure. On a également dans l'association une dizaine de constructeurs. D'ailleurs, je dois vous annoncer, sans citer son nom, qu'un nouveau constructeur de véhicules va rentrer dans l'association en septembre. C'est une excellente nouvelle parce que plus la gamme des véhicules s'élargit, et bien plus on a d'usages qui peuvent être utilisés par le GNV. Voilà.
Donc je ne vais pas citer ces personnes parce que si j'en oublie, je me ferai disputer. On a également dans l'association tout un microcosme d'entreprises industrielles qui sont des équipementiers, soit de la filière gaz, soit de la filière automobile, et qui servent à développer des équipements pour les stations-service ou pour les véhicules. Je pense en particulier aux compressoristes. On en a de plus en plus. Le dernier qui est rentré dans l'association, c'était pas plus tard qu'il y a un mois, c'est Nardi Compressory. Mais on en a d'autres. On a des Français comme Cyrus, des Allemands comme Boer. Nous avons également dans l'association des fabricants de réservoirs pour les véhicules, que ce soit pour des véhicules en gaz naturel comprimé ou en véhicules en gaz naturel liquéfié. Nous avons également des organismes de recherche. L'IFPN va intervenir tout à l'heure. L'IFPN est membre de l'association. Le CRMT va intervenir tout à l'heure. Il est membre également de l'association. Et puis, nous avons également des collectivités locales qui ont fait du gaz, en fait, le développement d'énergies alternatives. Donc, je pense en particulier à la mairie de Paris, mais également à Lille Métropole, à Toulouse Métropole. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Nous avons également les syndicats d'énergie, donc qui commencent à rentrer dans l'association. J'en dirai deux mots tout à l'heure, mais en fait, les syndicats d'énergie se mobilisent de plus en plus sur le développement, alors des carburants alternatifs au sens large, gaz, électricité, mais en particulier du gaz. Nous avons également les fédérations professionnelles de transporteurs, marchandises et voyageurs, parce qu'il est pour nous important de travailler en concertation avec eux et de répondre bien évidemment à leurs attentes. Et puis, tout en bas de la diapositive, il y a les marchés historiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont les marchés du transport de voyageurs par autobus, et puis de la collecte d'ordures ménagères. Voilà, tout ça fait 116 membres à la date d'aujourd'hui, rapport aux 37 adhérents qui étaient en 2012. Donc une filière qui se développe de manière extrêmement dynamique. Et j'ai oublié, mais ce serait dommage, que nous avons de plus en plus de bureaux d'études qui rentrent dans l'association, donc qui viennent conforter en fait la partie ingénierie du dispositif de GNV, BioGNV, et puis bien évidemment de plus en plus d'acteurs de la filière biométhane. Alors j'en citerai des historiques comme Naskeo, et plus récemment comme Evergaz, qui sont dans l'association, ou le cluster Métatlantique dans les Pays de la Loire. Voilà pour cette première présentation. Alors je vais essayer de passer à la diapositive suivante. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu long, faut s'habituer. Alors maintenant que j'ai parlé de la filière industrielle qui est de plus en plus dynamique, parce que ça répond à un besoin, il est clair qu'il faut regarder comment se développe cette filière en matière de stations-service, puisque en fait sur les carburants alternatifs, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du développement de la gamme de véhicules et puis l'enjeu du développement des stations d'avitaillement pour ces véhicules. Et alors, en fait, il y a une directive européenne sur les carburants alternatifs qui a demandé à chaque État membre de définir en fait une feuille de route pour développer un réseau d'avitaillement, en particulier pour le gaz, pour l'électricité et pour l'hydrogène. Concernant le gaz, en fait, la France a pris une position assez timide à l'époque, avec, on le voit marqué là sur cette diapositive, au 31-12-2020, 80 points d'avitaillement GNC, et au 31-12-2025, 115 points d'avitaillement GNC et 25 points d'avitaillement GNL. Voilà. Et alors nous, en fait, au sein de la filière, on avait été interrogés par les pouvoirs publics, et on avait dit mais ça c'est très peu. Nous, on va s'engager, nous, membres de la filière FGNV, à développer 250 points d'avitaillement à l'horizon 2020. Et donc, quand on regarde aujourd'hui les réalisations au 1er juin 2020, nous sommes à 140 points d'avitaillement. Et puis, si on prend les points d'avitaillement qui vont ouvrir dans les 12 prochains mois glissants, nous serons à 228 points d'avitaillement, donc en juin 2021, pour un objectif de 250 points d'avitaillement. Cet objectif, nous devrions l'atteindre en fait courant 2021, courant deuxième semestre 2021. Donc voilà, on aura quelques mois de retard par rapport à l'objectif que nous étions fixés, mais nous sommes très en avance. Nous avons même dépassé les objectifs de la directive carburant alternatif pour 2025, à peine en 2021. Voilà. Et puis, en fait, ce que l'on constate, puisque le sujet aujourd'hui c'est le bio-GNV, et on voit bien en fait que la transition du GNV, c'est vraiment d'aller vers le bio-GNV à terme, pour répondre à la stratégie nationale bas carbone qui dit qu'en 2050, il y aura neutralité carbone sur un certain nombre d'activités, en particulier dans les transports.
Et donc, on a commencé à regarder, on a un adhérent qui est très intéressant sur ce sujet-là, c'est GRDF et GRT Gaz, on a commencé à regarder, en fait, le taux moyen d'incorporation de BioGNV dans le GNV, c'est-à-dire qu'on a regardé les garanties d'origine qui étaient affectées à l'usage carburant et on a comparé à la quantité totale de GNV qui était consommée chaque année. Eh bien, en 2018, il y avait 12% de BioGNV dans le GNV, en moyenne, ce qui ne veut rien dire en soi, mais il n'y a pas de réalité derrière ça, mais c'est la moyenne. Et cette moyenne, elle est passée à 17% en 2019. Voilà. On peut espérer qu'on sera à plus de 20% en 2020, fin 2020. Voilà, donc ça, c'est un sujet aussi très important. C'est la rapidité extrêmement importante du développement du réseau de stations d'avitaillement sur ces dernières années. Alors, si je passe à la diapositive suivante. Voilà. Et là, on va parler maintenant du futur. Donc, on a bien vu que la directive carburant alternatif, avec ses ambitions en 2020, même 2025, nous les avions atteintes, dépassées. Nous avons, nous, fixé une ambition en 2030, je vais y revenir, mais entre-temps, il y a une ambition qui est fixée par l'État français dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit à l'horizon 2028 un certain nombre d'objectifs en termes de nombre de véhicules GNV et de stations d'avitaillement GNV. Et il y a la même chose pour l'électricité, bien évidemment. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que en 2028, cette programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit le développement de 54 000 poids lourds au gaz et de 7 500 bus et cars au gaz également, avec également un nombre beaucoup moins important de véhicules utilitaires légers au gaz, puisqu'on prévoit 110 000, cette PPE prévoit 110 000 véhicules à l'horizon 2028. Alors, ce qu'il faut regarder par rapport à ça, c'est que sur les poids lourds GNV, eh bien, entre l'électricité et le gaz, clairement, le choix de l'État est de dire il y aura majoritairement des véhicules poids lourds, donc camions, au gaz plutôt qu'à l'électricité. On le voit bien puisque en 2028, il est prévu dans cette PPE 11 000 véhicules électriques. Alors ça s'entend bien parce que en fait, le gaz correspond bien aux contraintes du poids lourd où il faut de l'autonomie. Et on voit bien qu'avec l'électricité, plus on monte en tonnage des véhicules, plus c'est compliqué d'avoir d'autonomie. D'ailleurs, les 44 tonnes aujourd'hui, tracteurs routiers, transport de marchandises à l'électricité, ça n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'est bien. Au milieu, quand on regarde pour les bus écarts, 7500 bus écarts au GNV versus, alors je vois pas bien, mais ça doit être de l'ordre de 5900 véhicules électriques. Là, on est un petit peu moins d'accord avec ça, parce que quand on regarde aujourd'hui les choses, la réalité de ce qui se passe, on voit que d'abord sur les bus, de plus en plus de collectivités locales font le choix du GNV et en particulier du bio-GNV. Et je dirai tout à l'heure quels sont les intérêts du bio-GNV, notamment sur les poids lourds. Mais également sur les cars, on voit bien que l'offre de cars électriques, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui si on veut de l'autonomie. Alors si on a besoin de 200 km d'autonomie, ça existe. Au-delà, ça devient plus compliqué d'avoir des cars électriques qui fonctionnent de manière extrêmement fonctionnelle pour les usages qui sont attendus par les collectivités. Voilà. Et puis sur les véhicules utilitaires légers, alors là, l'État a dit la messe puisqu'il voit beaucoup plus de véhicules électriques en 2028 que de véhicules gaz. Et là, on pense, j'y reviendrai tout à l'heure où je répondrai à des questions, mais on pense qu'il y aura un rééquilibrage beaucoup plus fort à destination des véhicules utilitaires GNV puis bio-GNV. Ne serait-ce que parce que les artisans ou les petits professionnels qui vont avoir à rentrer dans les centres-villes, là où il y a des zones à faible émission, où il y a l'interdiction du diesel, eh bien, ils n'auront pas tous les moyens ou tous la capacité d'acheter des véhicules électriques qui répondront à leurs besoins en termes de capacité de charge et d'autonomie. Voilà. Donc on a quand même dans la PPE des objectifs intéressants sur les poids lourds au gaz naturel. 54 000 poids lourds. On a aujourd'hui 11 000 poids lourds quand on compte, quand on additionne les camions, les bus, les autocars. On a 11 000 poids lourds. Et donc là, on passera à 54 000 en 2028. Ça fait en gros 5 000 poids lourds par an à immatriculer au gaz d'ici 2028. C'est une ambition très forte et je vous dirai quels sont les leviers que nous voulons actionner pour atteindre ces objectifs-là. En nombre de stations d'avitaillement,
Eh bien, nous serons quasiment en fin d'année, en milieu d'année 2021, pardon, à 230 stations. La PPE prévoit une fourchette entre 360 et 845 stations à l'horizon 2028. Donc là aussi, on a un enjeu très fort de développement. Je vais y revenir aussi sur les leviers qu'il faudrait actionner pour arriver à cela. Voilà. Alors ensuite, après 2028, il y a 2030. Et en 2017, nous avions été reçus par le cabinet du président de la République qui nous avait demandé d'établir un plan massif de développement du GNV en France. On avait demandé à l'époque, massif c'est quoi? Ben, tous les camions. On leur avait expliqué que c'était pas possible. Et donc on avait travaillé au sein de l'association sur une ambition. Alors à 2022, puisque c'était le mandat du président, et à 2030, puisque c'était pour nous une étape importante pour avoir un développement significatif. Et nous voyons en 2030 220 000 poids lourds, bus, bennes, ordures, cars, autobus, etc. C'est-à-dire à peu près 30% du parc roulant de poids lourds en France, 250 000 véhicules utilitaires, 2000 points d'avitaillement, et puis surtout, ce qui est important, c'est 40% de bio-GNV dans le GNV. Voilà, ça c'est le plan que l'on suit, qui est très ambitieux, je ne le cache pas. On va déjà essayer de répondre aux ambitions de la PPE, hein, puisque la PPE en 2028, c'est 54 000 poids lourds versus les 220 000 dont je parle là. C'est 100 000 utilitaires versus les 250 000 dont je parle dans ce plan-là de développement à 2030. Et puis c'est 850 points d'avitaillement versus les 2000 que nous avons prévus. Voilà. Donc on a une ambition extrêmement forte sur le sujet. Alors, quels sont les leviers pour nous pour atteindre cette ambition-là? Excusez-moi, il va peut-être falloir conclure. Oui, alors ben, je conclus, ça tombe bien. Enfin, bientôt, hein, c'est pas tout de suite, dans 10 secondes, mais Voilà, ben, c'est ma dernière diapositive. Donc on a une ambition extrêmement forte pour 2030, avec un point d'étape qui est aussi important en 2028. Et donc quels sont pour nous les leviers importants? D'abord, c'est la fiscalité qui est assez favorable aujourd'hui au gaz. On a une taxe une taxe carburant qui s'appelle la TICGN carburant, qui est de l'ordre de 7,5 centimes pour le kilo de gaz et qui est gelée jusqu'en fin 2021. Et puis on a un dispositif de suramortissement pour l'achat des véhicules qui fonctionne plutôt bien et qui permet donc d'amortir à une valeur qui peut aller jusqu'à 160% le coût d'achat des véhicules, c'est en fonction du tonnage du poids lourd. Voilà. Et ce dispositif de suramortissement va des 2,6 tonnes jusqu'à 44 tonnes. Donc j'ai parlé tout à l'heure du développement rapide de notre filière industrielle. Ça aussi, c'est un vrai sujet parce qu'on a de plus en plus d'acteurs professionnels qui rentrent sur ce marché-là. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet d'accompagner le développement rapide du réseau de stations. On a également un point très important qui est l'implication croissante des transporteurs, des collectivités locales, des agriculteurs dans la création de nouvelles stations. Et ça, c'est vraiment un sujet important parce que sur les 250 premières stations là dont j'ai parlé, qui est notre objectif à 2020, qui sera atteint mi-2021, eh bien, on voit que ce sont essentiellement la vingtaine d'énergéticiens privés, qui font partie de l'association aujourd'hui, qui ont développé ce réseau de stations. Mais de plus en plus de syndicats d'énergie, de plus en plus de collectivités locales, de transporteurs financent des stations pour leur propre compte, mais également qu'ils ouvrent à d'autres, à des tiers. Et ça va mailler de manière très rapide le territoire. Donc c'est un levier extrêmement important pour le développement du réseau de stations publiques, sachant qu'il y a en parallèle un réseau de stations privées qui se développe, notamment dans le domaine des autocars. On voit ça de plus en plus, des petites compagnies d'autocars qui demandent des stations privatives sur leur terrain. Et puis nous avons également, en fait, par rapport à ce type de projet, toutes les stations privatives pour des petits transporteurs de marchandises qui vont compléter le dispositif, ou des collectivités locales qui ont leurs stations privatives ou publiques. Voilà. On a un autre levier qui est important, qui est le classement des poids lourds. faut conclure. Ça y est, comme véhicule à faible émission. Et puis je crois que ça va être évoqué tout à l'heure, c'est une étude que nous avions commandée à l'EFPN en 2019, qui montre que l'empreinte carbone des véhicules bio-GNV, en analyse du cycle de vie complet des véhicules,
est à peu près comparable à celle des véhicules électriques fonctionnant à l'électricité française, donc faiblement carbonée. Voilà. Puis il y a tout l'aspect dynamique territorial entre les agriculteurs, les acteurs économiques, les acteurs politiques locaux, où on voit le développement à la fois de stations de méthanisation avec une valorisation du biométhane produit sous forme de carburant. Voilà, j'en ai fini. Allô, allô. C'est bien. Je Alors, coupe mon micro, vous me le... ouais, vous pouvez le couper. Merci pour votre intervention. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Gautreau pour, je demande que la régie mette Monsieur Gautreau en animateur. GNV, bio-GNV et motorisation à environnement, une combinaison gagnante pour la mobilité à faible impact environnemental. Monsieur Gautreau, vous avez la parole. Oui, oui, bonjour. Bonjour à tous. Ouais, on s'entend. Vous m'entendez bien? Ouais, on vous entend. Ok, très bien. Donc je me présente, donc Xavier Gautreau, IFP Énergie Nouvelle. Donc voilà, je suis ingénieur motoriste et responsable d'un projet de développement de motorisation allumage commandé à haut rendement. Euh, donc en effet, le développement de ces motorisations-là est un objectif important pour l'IFP et nous travaillons pour IFP Énergie Nouvelle, pardon. Et donc nous travaillons aussi bien, enfin, nous travaillons avec tous les constructeurs au niveau européen pour développer de telles motorisations et en prenant en compte aussi la composante carburant avec une activité en effet sur le développement des motorisations au gaz, enfin au GNV, bio-GNV. Alors voilà. Donc, quel est aujourd'hui le contexte du transport? Bah, il est bien connu, hein, c'est-à-dire un défi du CO2 très important aujourd'hui. Là, on voit notamment, donc aussi bien pour les véhicules légers que pour les véhicules lourds d'ailleurs. Et on voit donc sur cette planche-là, sur ce graphique-là, l'évolution des émissions de CO2 au niveau européen, de la flotte de véhicules légers européens. Et on voit depuis le milieu des années 2000, et on voit que si en effet depuis le milieu des années 2000 on a été sur une courbe descendante très intéressante, on voit malgré tout que ces dernières années cette courbe non seulement stagne et commence même un petit peu à remonter du fait de différents points dont on ne discutera pas forcément là, ce n'est pas l'objectif, mais bon, comme le Dieselgate dont vous avez certainement entendu parler, qui a diminué beaucoup les ventes de véhicules diesel et ainsi de suite. Et donc, alors que cette courbe commence légèrement à remonter, on a des objectifs fixés au niveau européen pour les émissions de CO2 des véhicules légers, de descendre à 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2021, 15% de réduction en 2025 et 37% en 2030. Donc, on voit des objectifs très ambitieux. En parallèle de cela, il y a la question de la qualité de l'air, qui, dans les villes notamment, voilà, est comme on le sait, préoccupante. Enfin, un point en tout cas d'actualité, plus exactement. Et donc une sérénisation des normes qui est en cours. Là, actuellement, on est sous Euro 6D, Euro 6D Temp. Euro 7 sera en œuvre d'ici quelques années avec encore une diminution des émissions permises par les différents véhicules. Donc ça, c'est pour on va dire le panorama un peu général du transport des véhicules légers au niveau européen. Hop. Et donc, pour atteindre ces objectifs, clairement aujourd'hui, l'objectif à la fois IFP, mais de tous les constructeurs et de tous les organismes de recherche et de développement, c'est d'une part, c'est clair qu'il faudra introduire de plus en plus de véhicules électrifiés et hybrides rechargeables. Donc rechargeables, c'est-à-dire avec une capacité de zéro émission en ville, par exemple. Donc ça, il est clair que pour atteindre ces objectifs-là, il y a une tendance attendue d'augmentation, mais aussi, et c'est là où moi particulièrement, on va dire, je travaille, une attente d'amélioration forte de l'efficacité énergétique des motorisations et aussi l'usage de carburant et de biocarburant, pardon, à très faible empreinte carbone. Et clairement, aujourd'hui, le GNV et encore plus le bio-GNV se placent dans cette voie-là.
Je vais aller rapidement. Alors, le but, c'est pas de faire un cours de chimie, de biochimie, de cinétique ou de chimie sur le GNV, mais bon, quand même quelques points importants du GNV, bio-GNV, par rapport à l'essence. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le GNV, le bio-GNV, ont un indice d'octane très élevé. Donc ça, c'est un levier très important thermodynamique qui va permettre d'augmenter les taux de compression des moteurs et d'améliorer le rendement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ça permet d'améliorer le rendement. Le GNV, bio-GNV, ont un faible contenu carbone par rapport à l'essence, par rapport à l'essence ou au gazole. Donc, ce qui veut dire concrètement, c'est qu'à ISO quantité d'énergie consommée, on émet moins de CO2 avec un GNV bio-GNV par rapport à un carburant liquide traditionnel. C'est un carburant gazeux, ce qui va permettre de diminuer ses émissions, notamment d'hydrocarbures brûlés, et aussi de particules fines, ultra fines. Enfin, ça a des limites d'inflammabilité plus basses que les carburants liquides traditionnels, ce qui va permettre d'envisager des combustions fortement diluées. Et là, pareil, sans rentrer dans la technique, c'est un autre levier important d'augmentation du rendement des motorisations. Voilà. Donc ça, c'est un panorama vraiment très très rapide, on va dire, des principales caractéristiques du GNV qui vont nous intéresser et qui vont permettre au final de développer, enfin en tout cas ça va être un atout supplémentaire pour développer des motorisations à système de combustion allumage commandé richesse 1. Donc richesse 1, ça veut dire compatible avec une catalyse 3 voies qui va permettre de dépolluer complètement les gaz à la sortie de l'échappement, et donc à très haut rendement. Donc ça, voilà, c'est le contexte du GNV. Si à ça, on ajoute la composante bio, c'est-à-dire bio-GNV, issue de méthanisation principalement, donc on a eu pas mal de présentations dans les séquences précédentes sur cette filière-là. Là, si on regarde l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire si on comptabilise la globalité des émissions de CO2 depuis la production jusqu'à l'utilisation dans le véhicule, et là, on a un levier très très important puisqu'on est capable de réduire de 80% les émissions de CO2 avec du bio-GNV comparativement à une motorisation diesel. Donc voilà, un levier extrêmement important pour diminuer globalement ces émissions de CO2. Enfin, un point qui est intéressant de noter, même si ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce séminaire, c'est qu'on peut envisager aussi l'addition d'hydrogène au GNV ou au bio-GNV. On obtient des mélanges que l'on appelle les itanes, qui est aussi une voie pertinente d'utilisation de l'hydrogène dans le transport. Et c'est d'autant plus pertinent que l'hydrogène aura tendance à améliorer les caractéristiques de combustion du mélange obtenu carburé avec du GNV. Voilà. Donc on voit des caractéristiques très intéressantes pour les motorisations de brûler, de consommer du GNV et encore plus du bio-GNV. Juste à titre d'exemple, IFPEN, on a développé dès le milieu des années 2000 des démonstrateurs véhicules hybrides avec des motorisations justement optimisées au GNV comprimé. Donc on avait notamment passé au GNV une Prius 2, que vous voyez en bas à gauche. On avait développé là un développement beaucoup plus profond. On avait transformé en fait tout le groupe motopropulseur d'une Smart pour l'adapter, mais vraiment profondément au gaz, le moteur au gaz. On l'avait hybridé et dans chacun des deux cas, on avait obtenu des émissions de CO2 sur cycle inférieures à 80 grammes par kilomètre. Donc c'est voilà déjà en 2005. Donc on voit que ces niveaux d'émissions permettaient déjà à l'époque une réduction de 25% par rapport aux versions série essence, donc une diminution de 25% d'émissions de CO2 en utilisant du GNV. Et en plus, ce que l'on note aussi, c'est que du coup, on était dès 2005 aux objectifs de réduction des émissions de CO2 de 2025, c'est-à-dire atteint 20 ans plus tôt. Donc on voit que c'est quand même particulièrement pertinent. Et c'est des véhicules qui étaient totalement industrialisables dès l'époque. Hein. Il n'y avait aucune rupture technologique particulièrement importante. Voilà.
Euh, En parallèle, IFPEN, comme les constructeurs, comme les autres instituts de recherche, instituts de développement de motorisation, on poursuit une roadmap de développement des motorisations à allumage commandé dites à haut rendement. Donc là, c'est juste une illustration, hein, je ne vais pas non plus la rentrer dans la technique, mais bon, voilà, il faut savoir qu'on a des travaux très approfondis d'amélioration des motorisations à l'image commandée au sens large, c'est-à-dire aussi bien essence et après leur dérivé au gaz, en vue, avec l'objectif d'améliorer ces rendements qui typiquement aujourd'hui sont de l'ordre de 40%, comme ce qui équipait les deux véhicules démonstrateurs que l'on a vus précédemment. Et aujourd'hui, on a des objectifs d'augmentation de rendement thermique à 45%, toujours à richesse. Et donc là, on a encore un levier de diminution des émissions de CO2 de l'ordre de 10% grâce à ces nouvelles motorisations. Voilà pour ce qui est des véhicules légers. Si on regarde maintenant le contexte du transport, le contexte des véhicules, le cas des véhicules commerciaux, donc les poids lourds, les bus, les autocars. Donc là, de la même façon, au niveau européen, il y a des objectifs assez ambitieux de réduction des émissions de CO2 de ces flottes de véhicules spécifiquement. Et typiquement, on voit qu'on est sur des tendances très proches que celles des véhicules légers, c'est-à-dire un objectif de réduction de 15% en 2025, comparé aux émissions de la flotte actuelle, aux émissions actuelles de la flotte plutôt, et de 30% en 2030. Donc on voit une tendance là aussi de diminution quand même assez forte sur les 10 années à venir. En parallèle, de la même façon, des sévérisations des normes d'émissions de polluants, donc en discussion des diminutions des émissions d'oxyde d'azote, les NOx, des émissions des émissions lors des démarrages à froid, une diminution des émissions de particules ultra fines jusqu'à 10 nanomètres, et aussi des discussions sur les émissions de CH4 justement. Donc ça va être par contre, on va dire quelque chose à travailler justement sur les motorisations au gaz, puisque la catalyse du CH4, donc du méthane, n'est pas forcément la plus facile, mais bon voilà. En tout cas, pareil pour les véhicules commerciaux, un contexte de diminution des émissions fortes. Ça n'empêche pas, comme on l'a vu dans la présentation précédente, un développement important de la flotte justement des véhicules lourds au gaz, au GNV, alors qui s'est fait jusqu'à présent en adaptant des bases moteurs diesel existantes pour les faire fonctionner avec du GNV ou du bio-GNV. Ça pour des raisons de coût, qui forcent un peu aujourd'hui les constructeurs, enfin qui ont forcé jusque-là les constructeurs à réutiliser des bases moteurs diesel existantes, mais qui ont le désavantage donc d'être avec des systèmes de combustion typés diesel, donc pas forcément les mieux adaptés pour brûler du gaz, du GNV. Et donc du coup, les rendements maximaux atteignables par ce type de motorisation sont forcément un peu limités et de l'ordre de 40%. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a voilà, une proposition de véhicules lourds, comme on l'a vu précédemment, très intéressante qui permet de couvrir l'intégralité des besoins. Donc là, de la même façon que pour les véhicules légers, on a dans les travaux actuels des objectifs d'amélioration de rendement de ces motorisations spécifiques au gaz, avec là aussi des objectifs clairement affichés de l'ordre de 45%, pour des motorisations au rendement adapté au gaz. Donc là, de la même façon, sans rentrer dans les détails techniques, on va profiter de l'utilisation du gaz pour tirer les leviers thermodynamiques d'optimisation des moteurs, le taux de compression, des systèmes de combustion adaptés pour avoir des combustions rapides du GNV, calage optimal de la combustion et ainsi de suite.
Ainsi, avec ces systèmes de combustion optimisés, donc là c'est juste une illustration, hein, mais voilà, on passe quand même sur des architectures de systèmes de combustion vraiment dédiés au gaz, au GNV, GNV et bio-GNV. Au niveau du système de combustion, ça ne change pas fondamentalement les choses, pour améliorer sa combustion et au final le rendement du moteur. Et donc, typiquement aujourd'hui, nous sommes dans des programmes collaboratifs. Donc là, c'est juste l'illustration en bas à gauche d'un programme collaboratif financé par l'Europe dans le cadre des gros programmes Horizon 2020. Donc, ce sont des gros programmes de recherche et de développement financés au niveau européen. Donc, ce programme qui s'appelle Long Run, qui a démarré en début d'année, et dans lequel on collabore avec Iveco, qui est un des gros fournisseurs de motorisation poids lourd, de développer ce type de motorisation. Donc, on voit qu'on part d'un moteur qui a typiquement un rendement optimal de 39%, que l'on vise d'atteindre de l'ordre de 45% sur ce moteur-là. Donc, voilà, un gain de 7% sur ce type de motorisation. Et donc, au final, avec d'autres améliorations de récupération d'énergie, ainsi de suite, une diminution de la consommation d'énergie par le véhicule de l'ordre de 12%. Voilà le type d'objectif que l'on se fixe dans ce type de programme. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je répondrai avec plaisir à des questions s'il y en a sur la thématique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gautreau, pour votre intervention. Je vous en prie. Je vais demander à la régie de mettre le suivant en intervenant pour désactiver son micro, activer son micro et sa caméra. C'est Monsieur Marchand qui va nous présenter la transformation de véhicules agricoles alimentés en bio-GNV. Monsieur Marchand, qui est le directeur technique du CRMT. Il ne va pas tarder à se connecter. Bonjour, Monsieur Marchand. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, je viens d'activer la caméra et le micro. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais continuer cette présentation du webinaire par une introduction, des éléments complémentaires, mais moins orientés vers le véhicule routier. Monsieur Durand et Monsieur Gautreau vous ont présenté des programmes et des développements dédiés aux véhicules des véhicules classiques qu'on retrouve sur la route. Il existe une autre gamme de véhicules, c'est les véhicules, les engins agricoles, les engins qui sont dits non routiers, qui eux ont des normes d'émission propres à ces applications. Donc, tout d'abord, quelques éléments sur le CRMT. Donc, le CRMT, c'est une société qui est une SAS, qui est située dans la région de Lyon, qui est une spin-off, il y a 43 ans, de l'École centrale de Lyon. Donc, jusqu'aux années 2000, la R&D au CRMT, les travaux étaient très orientés vers le moteur diesel. Et depuis les années 2000, son orientation a changé un petit peu. Et par l'intermédiaire d'apports de nouveaux actionnaires, du propriétaire qui est italien, on s'est tourné fortement vers le gaz naturel et puis ces différentes applications, dont aujourd'hui maintenant la composante biométhane, mais aussi vers toutes les autres sources de carburants alternatifs, électriques, hydrogène, des combinaisons dans des organisations hybrides, toujours pour trouver le meilleur rendement. Donc aujourd'hui, le CRMT, c'est une équipe de 28 personnes, essentiellement des
des techniciens, des ingénieurs à peu près à égale répartition. C'est une équipe qui est toujours très très jeune. Hein. On a 43 ans. Plus personne maintenant appartient à l'origine, hein, né de l'origine de la société. Donc sa compétence, c'est de faire des modifications de moteurs, de développer des systèmes de motorisation, de développer des véhicules prototypes, hein, plutôt pour le véhicule lourd, le véhicule industriel en petite série, et aussi de faire des mesures spéciales, hein, des mesures d'émissions sur les véhicules. Par exemple, les intervenants dans les webinaires précédents avaient parlé du projet Équilibre. Nous avons fourni l'appareillage pour collecter la pollution et le CO2 sur les véhicules en exploitation. Donc aujourd'hui, le projet du CRMT, on continue à développer des véhicules, des engins à faible empreinte écologique. Donc jusqu'à 2000, c'était beaucoup de projets de R&D, des projets d'apport à des OEM. Et depuis 2000, nous fournissons aussi et nous vendons des sous-ensembles. Par exemple, pour les bus, hein, les bus de ville, aujourd'hui, le CRMT a fourni équipe 500 en bus qui roulent tous les jours avec une organisation dédiée, un service après-vente. Donc, on est intervenu sur un certain nombre de véhicules industriels. Donc, plus particulièrement, alors la problématique des véhicules et engins agricoles, hein, les adapter par exemple pour les faire fonctionner au bio-GNV. Donc, j'ai pris l'exemple d'un tracteur classe Celtics, hein, qui est quand même assez ancien. Hein, il date des débuts des années 2000. C'est un tracteur qui a débuté sous l'ère de Renault, hein, Renault véhicule industriel, quand c'était encore badgé de ce type-là, qui a été racheté par Claas. C'est un tracteur qui est motorisé par un moteur qui fait 80 chevaux de 4 litres, 5. Un moteur aujourd'hui qui est de marque John Deere. Donc, nous avons, dans un des projets européens, fait un partenariat avec 18 autres acteurs. Hein, c'est le projet qui s'appelle Race for Life. Donc, notre tâche dans ce projet-là est de transformer un tracteur existant pour le faire fonctionner avec du gaz naturel et du biogaz. Donc, pour ça, il va falloir le modifier et lui apporter plusieurs éléments. Il va falloir lui apporter un stockage de gaz avec la problématique de la place que le gaz peut prendre. Hein, le stockage peut être réalisé sous forme comprimée ou sous forme liquide. Ensuite, le gaz naturel de son stockage doit être conditionné pour alimenter un moteur. Tous ces éléments-là sont gérés par un système électronique de gestion de la carburation et de l'allumage du moteur, et aussi un interface, hein, avec le pilote, par exemple, le chauffeur du tracteur, ou bien les autres éléments. Ces problématiques d'interface sont très importantes sur les véhicules. Hein, c'est pas simplement la problématique d'avoir des éléments qui marchent très bien indépendamment. Il va falloir les faire marcher ensemble de façon efficace, et quelle que soit l'usage du véhicule. Donc, Monsieur Gautreau a expliqué qu'on pouvait après utiliser, par exemple, dans un système de combustion à lambda 1, un catalyseur 3 voies pour éliminer les oxydes d'azote, le CO, les HC. Il va falloir aussi tenir compte du bruit, hein, et il va falloir pas oublier que le gaz produit de l'eau, donc il va falloir, par rapport à des architectures classiques, utiliser des matériaux qui vont bien, hein, par exemple de l'inox au niveau du pot d'échappement. Et ensuite, il va falloir adapter le moteur pour la combustion au gaz naturel. Donc, par exemple, avec des travaux issus de l'IFPEN. Donc, il y a deux types. On voit, nous, une application sur deux types d'engins agricoles, les tracteurs et aussi ce qu'on appelle les chariots télescopiques. Donc, il va bien falloir comprendre leur usage. Hein, tous deux appartiennent à la catégorie des véhicules non routiers, donc une réglementation spéciale, hein, qui dépend fortement
de la puissance du moteur. Ici, j'ai donné un exemple, hein, NRE, Non-Road Engine, avec différentes puissances qui est rentrée en vigueur en 2019 et en 2020, suivant la puissance. Et par exemple, les émissions qui sont exprimées en grammes par kilowattheure vont se rapprocher de ce qu'on a sur la route. Il y a quelques différences qu'il va falloir prendre en compte et qui sont aussi intéressantes pour adapter ces véhicules au gaz naturel. Une des grosses problématiques, c'est surtout d'embarquer du gaz à bord de l'engin, du véhicule. Donc, il faut bien qu'on comprenne son usage et être capable de mettre la bonne quantité de gaz. Par exemple, un chariot élévateur, ça peut être un engin qui a 150 litres de diesel. Si on veut aller avec la même quantité d'énergie, il va falloir la multiplier par 5 pour passer sur du gaz comprimé, ce qui n'est peut-être pas nécessaire suivant l'usage du tracteur du chariot élévateur qui va peu se déplacer au niveau des kilomètres et qui va être utilisé, on va dire, 1 à 2 heures pendant un moment bien précis de la journée. Donc, au CRMT, on a développé tout un processus pour adapter ces véhicules. Hein. C'est pas la première fois. On a une dizaine de modifications à notre actif, de la définition des données d'entrée, de la conception avec plusieurs phases, hein, avec une procédure de type validation en V, hein, bien connue pour son application dans l'automobile. Donc, une phase de conception, d'étude. Ensuite, une phase de réalisation de prototype à partir d'éléments dimensionnés pour l'usage et une partie de test. Hein, et ensuite, une partie de certification et incluant toute la documentation, toute la formation, l'assistance client pour offrir un produit complet. Donc ça, c'est le processus de transformation développé par le CRMT. Ça représente un certain nombre d'étapes. Donc, avec la problématique, par exemple, de véhicules et d'engins agricoles qui sont de marques multiples, qui sont du volume assez réduit, hein, on va dire, par rapport à des véhicules routiers, des VL ou même des PL. Donc, il va falloir adapter toute cette façon de procéder pour arriver à des véhicules efficaces, des véhicules fiables, des véhicules qui démarrent tous les matins, hein, des véhicules qui marchent quelles que soient les conditions climatiques, quel que soit leur usage, qui répondent à un cahier des charges précis et de plus en plus sévère. Donc, par rapport à ça et en utilisant l'expérience acquise par le CRMT, alors c'est une expérience qui, par exemple, vient d'être développée sur un autre engin de la catégorie non routière, qui est une balayeuse, hein, une grosse balayeuse de ville. Donc là, j'ai mis une photo. Donc cette balayeuse est au gaz naturel. Elle fonctionne depuis le début de l'année 2020 à Paris. Et elle sera complétée par plusieurs unités. Cette balayeuse, par exemple, elle est équipée du même type de moteur qu'il y a sur le tracteur classe Celtics. Donc, il est important, je pense, pour arriver à développer des solutions pour ces véhicules agricoles, de créer des synergies, de travailler par famille type de moteur, de développer des solutions. Hein, le catalyseur qui a été développé et mis en action et validé sur ce véhicule peut être réutilisé sur le tracteur. Hein, de la même façon, pour tout ce qui est contrôle moteur, il va falloir trouver les bonnes solutions et peut-être pas forcément utiliser le même processus de certification. Il va peut-être falloir plus se baser sur ce qu'on appelle aujourd'hui des mesures en exploitation réelle et adapter vraiment tout ce processus. Toutes les composantes existent au niveau de la France. Voilà, il faut qu'on la mette en œuvre.
Je pense que c'est un moyen pour des séries qui restent limitées, des séries avec des configurations multiples, de pouvoir être disponibles et d'utiliser tous les moyens disponibles. Par exemple, j'ai entendu parler d'une association d'agriculteurs qui avait investi dans des bancs portables. Cet équipement pourrait être utilisé à bon escient pour qualifier et mettre en service des engins avec toute la précision et toute la documentation nécessaire à créer des véhicules propres. Voilà, donc je pourrais apporter des compléments si vous voulez par la suite. C'était les éléments que je voulais transmettre aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marchand, pour votre intervention, qui est pile dans les temps. Je vais demander à la régie de mettre Monsieur Micoulet en animateur, activer son micro et sa caméra. Monsieur Micoulet qui va nous présenter la stratégie de conversion d'une flotte au biogène B. Monsieur Micoulet est directeur transport et environnement pour le groupe Delmonico Dorel. Monsieur Micoulet, c'est à vous. Oui, bonjour. Oui, on vous entend. La caméra a dû s'activer. Oui. Donc oui, je suis directeur transport et environnement pour un petit groupe familial, le groupe Delmonico Dorel. Donc nous sommes basés en Ardèche et dans la Drôme principalement. Je vais vous présenter rapidement un peu qu'est-ce que le groupe Delmonico Dorel, parce que tout à l'heure on va pouvoir voir que toutes les petites sociétés qui composent ce groupe ont de près ou de loin des intérêts avec le GNV et le bio-GNV. Donc le groupe Delmonico Dorel, c'est un groupe très ancien qui date, l'entreprise date de 1890. On a toujours exploité des carrières. Donc c'est pas un métier qui est aujourd'hui, on va dire, très vert, parce que bon, on utilise des granulats et des ressources naturelles. Donc il y a 5 ans, on a décidé via mon recrutement, de faire une analyse sur tous nos flux et d'essayer de réduire nos impacts sur l'environnement de façon globale. Donc, on a commencé, donc le groupe Delmonico Dorel, effectivement, il y a des carrières. De ces carrières, bien sûr, on a mis au point une usine de blocs béton, principalement des blocs à bancher, des ourdis, etc. On a développé depuis une quinzaine d'années des magasins de distribution de matériaux via l'ancienne GDMAT. Et pour transporter tout ça, on a une flotte de véhicules en propre. Donc, on a créé une société de transport qui s'appelle Delmonico Dorel Transport. Voilà. Et aussi, en parallèle de tout ça, on a fait l'achat de 3 bateaux et on transporte nos granulats sur l'axe Villefranche-Marseille. Voilà. Donc, à l'issue, je vais essayer de descendre. Voilà. Donc on a lancé, je disais, il y a à peu près 5 ans, et puis plus principalement depuis 2007, le projet Ambition 4D, qui est basé bien sûr sur l'impact de la mobilité. Donc on a décidé d'étudier nos impacts sur la mobilité domicile-travail, la mobilité interne travail-travail, la gestion des ressources, le transport et logistique, et en généralité notre impact et bien sûr sur l'éco-responsabilité. Voilà. Donc, comment ça s'est traduit? Donc, on va parler au départ des poids lourds. Donc, on est parti d'une feuille blanche et on s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui peut fonctionner en termes de poids lourds. Donc, les intervenants précédents ont déjà bien étoffé cette vision. En clair, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à notre disposition? On a de l'hydrogène, effectivement, ce qui est une technologie, mais qui n'est pas, à mon goût, mature pour le tout à chacun, pour plein de raisons au niveau budgétaire, etc., au niveau disponibilité, au niveau station.
On a l'électricité avec les difficultés aujourd'hui d'autonomie, de poids de la batterie, notamment pour les poids lourds, qui est un peu compliqué. L'autonomie, j'en ai parlé, donc c'est un peu compliqué. On a quand même fait des tests sur des semi-poids lourds. Contrairement à ce qu'a dit un intervenant, ça existe aujourd'hui. Il y a la marque DAF qui a sorti un tracteur semi 44 tonnes 100% électrique, mais qui est pas aujourd'hui compatible avec tous les flux. Les biocarburants, alors là-dessus, moi j'ai toujours une certaine retenue, c'est quand on utilise des terres agricoles pour faire du biocarburant, bon, comment on nourrit la planète demain, c'est un grand débat. On peut tous en débattre, on peut tous avoir nos idées, mais je suis un petit peu sceptique là-dessus. Donc il nous restait deux possibilités, le GNL et le GNC. Alors le GNL, c'est effectivement du gaz naturel liquéfié, d'accord, qui est plus approprié aux longues distances pour les poids lourds, parce qu'il permet, en liquéfiant le gaz, on permet en fait, d'en stocker une grosse partie. Et donc nous, on a privilégié le GNC, donc le gaz naturel compressé, euh, pour nos véhicules. Alors, après plusieurs tests, on a testé plusieurs marques de véhicules sans faire de la publicité. On a opté au bout de plusieurs batteries de tests, la marque Iveco, qui est une marque crédible, qui a un gros recul sur la technologie parce que c'est des marques qui ont développé des bus au départ. Et puis c'est une marque italienne. Et il faut savoir qu'en Italie, il y a énormément de véhicules au gaz, notamment des VL, qui tournent aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas encore ça en France. Enfin, ça commence on l'a vu précédemment à se développer, mais c'est un peu limité. Donc on s'est penché là-dessus. Après, problématique d'un groupe comme le nôtre qui est situé en race campagne, hein. On est sur l'axe rhodadien, mais on est au nord de Valence et au sud de Lyon. Donc on est dans une zone un peu blanche. Donc pas de station-service au gaz. Donc on a fait le choix de nous s'équiper d'une station privative à charge lente. Par chance, nos camions rentraient tous les soirs sur le parc, donc on a le temps de les charger. Donc là aussi, on a essuyé le plâtre, on a travaillé avec la société GN Drive et puis des artisans locaux. Donc on a fait une station un peu complètement artisanale d'ailleurs. Donc on a fait génie civil nous-mêmes avec un petit maçon de la région. On s'est attaché, on a pris un compresseur Circus et puis on a monté tout ça. Donc aujourd'hui, ça fonctionne depuis novembre. Et en toute objectivité, c'est une technologie qui marche très bien. Donc, on s'est connecté au réseau qui était par chance en face de notre parc poids lourd. Et puis, au bout de 3 mois de travaux, on a pu mettre au point une station-service privative au gaz compressé. Donc, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a 3 camions. Il y en a 2 qui vont arriver dans les mois qui arrivent. Et, euh, et on en a précommandé 3 autres. Alors les plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi? C'est déjà le premier gain, c'est le bruit. C'est-à-dire qu'on a des décibels en moins. Grosso modo, on a 73 décibels pour 76 sur un poids lourd classique. Sachant que les décibels, c'est exponentiel, c'est-à-dire que à un certain niveau, quand on descend, ben, on l'entend vraiment. Donc c'est le premier confort. Après, on l'a évoqué tout à l'heure, sur le BioGNV, on est à peu près à 80% sur le diesel en termes d'impact CO2, on est d'accord. Et puis au niveau des particules fines, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, on se retrouve avec des résultats de moins de 30 à moins de 70%. Donc il y a un vrai impact sur l'environnement, donc c'est ce qu'on recherchait. Et après au niveau économique, bah, avec le recul depuis novembre, donc aujourd'hui ça fait quand même plus de 6 mois qu'on utilise cette technologie sur nos flux, c'est une technologie qui est crédible au niveau financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argument de dire effectivement les énergies alternatives ça coûte cher, etc., c'est pas crédible. Le GNV l'est. Aujourd'hui, c'est crédible. C'est quand on peut comparer si on prend de l'achat du véhicule, etc., etc. Même si c'est plus cher, on a un suramortissement, on en a parlé tout à l'heure. Et puis on paye la molécule moins cher que le gasoil aujourd'hui. Donc tout groupé, on a quand même un léger gain ou au moins on stabilise le compte des résultats. Les moins, il faut quand même être transparent et en parler. Et ben, pour nos conducteurs et pour nos collaborateurs, ça a été quand même une peur de la nouveauté, hein. C'est quand même une nouvelle technologie. Il y a eu des lobbies sur le GPL avant, oui, explosif, dangereux, etc. Bon, on sait très bien quand on fait des études un peu poussées que ça l'est pas. Mais bon, il faut quand même lever des freins là-dessus.
On a un petit peu moins de puissance, c'est-à-dire que le véhicule, typiquement dans les montées, c'est pas un 500 chevaux diesel qui pollue bien et on a un peu moins de puissance. Donc ça, c'est à appréhender aussi. Aujourd'hui, la rareté des stations, même si on a vu tout à l'heure qu'on a des ambitions fortes en termes de mise en place de stations, je trouve honnêtement qu'on a un manque aujourd'hui dans tout ce qui est transitoire. C'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des ambitions sur des grosses agglos à mettre des stations. Ce qu'il faut pas oublier dans le transport routier, c'est que les camions, bah, ils font du transit. Et quand on fait du transit, on a besoin de stations dans des endroits où il y a peu d'usines. Mais ça n'empêche pas que les camions peuvent s'arrêter et faire le plein. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées à appréhender, notamment quand vous avez peu de stations et que celle-ci tombe en panne, eh ben, vous vous retrouvez avec le camion immobilisé. Donc c'est quand même une problématique. Voilà. Et puis après, l'autonomie, parce que l'autonomie, aujourd'hui, en réel, on se retrouve avec une autonomie de 300-400 km maxi sur un poids lourd, alors que l'autonomie sur un véhicule routier classique diesel, elle est plus proche de 800 km. Donc il faut s'adapter, ça demande dans la journée, même si on fait le plein chez nous la nuit, à parfois recharger à l'extérieur, trouver la bonne station, etc., etc. Voilà. Mais malgré ces petits, on va dire, détails d'adaptation, c'est une technologie qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour parler du BioGNV, parce que c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le BioGNV, c'est des déchets, hein, des résidus plutôt que des déchets, parce que des déchets, ça a un impact négatif pour les gens. Donc, des biodéchets qu'on méthanise, on crée du BioGNV. Aujourd'hui, la plupart du temps, on l'injecte dans le réseau GRDF, et après, on a mis nos petits camions, et aujourd'hui, on consomme le BioGNV dans nos véhicules. Nous, on a décidé au niveau de notre groupe d'aller au-delà de ça. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de vous parler un peu de tout ce que je faisais dans notre groupe. Euh, on s'est permis d'aller au-delà de ça. Et nos souhaits aujourd'hui, donc j'ai parlé de nos carrières avant, donc on a du foncier qui était disponible. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle SCARA et des agriculteurs de la région, parce que encore une fois, nous sommes en campagne. Aujourd'hui, on est en train de monter un méthaniseur qui lui, aujourd'hui, va injecter, comme je vous l'ai présenté précédemment, le gaz dans le réseau, le bio-GNV dans le réseau. Et on a un projet de monter un deuxième méthaniseur à côté de celui-ci. Donc, on va récupérer des résidus issus de l'agriculture. On va essayer de monter une station BioGNV directement après ce méthaniseur. Donc, c'est un projet qu'on va essayer de se mener pardon, dans les 2-3 prochaines années, si les autorisations et si on arrive à faire ça. Et nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est d'avoir l'autonomie énergétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut capter avec nos camions des résidus issus de l'agriculture, et puis certains résidus organiques des industries agroalimentaires qui sont autour de chez nous, de méthaniser tout ça, de créer du BioGNV et de pouvoir enfin l'injecter directement dans nos camions. C'est un peu le but. On ne veut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, je vous ai parlé de bateaux tout à l'heure. On a 2 péniches et un poussoir qui sont sur le Rhône. Et aujourd'hui, on essaye aussi de travailler pour essayer de convertir ces moteurs au GNV et pouvoir mettre du bio-GNV demain. Et puis également, on fait l'étude. Aujourd'hui, on a une flotte de voitures utilitaires, notamment 2 utilitaires, puis 7 voitures légères à l'électricité. Et demain, on n'aura aucune hésitation à mettre des véhicules au gaz si nos fabricants de véhicules nous proposent ça de façon compétitive. Ce qui va arriver, j'en suis certain. Voilà. Donc mon témoignage est assez simple, j'en ai fini. C'était simplement, voilà, vous évoquer qu'on peut être une petite société, parce que nous on est 300 personnes. Une société basée en campagne, et on peut aujourd'hui avoir accès à ces technologies, et ces technologies marchent. Et j'ai la conviction qu'il faut le faire urgemment, parce que malgré nos projets, il faut aller très très vite, parce qu'on voit que la nature se dégrade, que nos ressources s'épuisent, donc il faut vraiment travailler urgemment sur ces sujets-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Micoulet pour votre intervention. Je vais passer la parole à Nadine pour qu'elle anime la partie questions et réponses. Bonjour, vous m'entendez tous bien?
Ouais, on t'entend. Oui, très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Nadine Dominet, je suis chargée de mission innovation au sein du pôle de compétitivité Tenerdis. Donc, j'ai animé le premier webinaire et aujourd'hui, je m'occupe de la partie questions-réponses. Donc, merci encore à tous nos intervenants. Alors, juste avant une petite technique, je vais demander du coup à Quentin de passer Sébastien en participant et d'activer par contre le micro et la caméra du coup des 4 intervenants pour qu'ils puissent répondre du coup aux questions qui ont été posées dans la salle. Super. Et juste avant, je vais lancer juste une petite enquête questionnaire de satisfaction auprès des différents auditeurs. Si vous pouvez du coup y répondre, vous le voyez normalement affiché sur l'écran. Êtes-vous satisfait de cette 3e séquence? Donc je vous laisse y répondre et quelques secondes. Ça nous laissera aussi le temps d'organiser les différentes questions. Donc je vois, vous êtes encore 98, donc on va attendre qu'il y ait un certain nombre de personnes qui répondent. Ça vous laissera un petit peu de temps. Et du coup, vous avez la deuxième question qui s'affiche aussi. Si vous souhaitez voir traiter lors d'un prochain webinaire d'autres sujets, on avait lancé l'idée de faire un webinaire dédié à la méthanisation, plutôt sur les traitements, la production, etc. Donc, il y avait déjà une trentaine d'intéressés sur les 2 autres sessions. Si jamais c'est des sujets qui vous intéressent aussi, n'hésitez pas donc à les faire remonter. On a une 60aine de répondants. Je laisse encore quelques secondes, notamment pour la deuxième question, qui est plutôt une question ouverte. Voilà, on a déjà une 30aine de réponses. Merci à tous, en tout cas, de votre interaction. Je laisse encore quelques petites secondes. Et pour ceux, j'ai vu passer énormément de questions sur les slides de présentation et sur la rediffusion du webinaire. J'en profite aussi, mais ça a déjà été dit dans le chat. On fera un retour sur événement, je pense semaine prochaine. On attendait que les 3 webinaires se concluent pour vous indiquer le lien pour télécharger les 3 présentations et mettre les liens vers les chaînes YouTube respectives des organisateurs pour la rediffusion des 3 webinaires. Donc, ils seront en replay et vous pourrez y avoir accès pour ceux qui ont dû quitter les sessions avant ou qui n'ont pas pu participer aux 2 précédentes sessions. Donc, je vais conclure la fin du vote. Je peux partager voilà, les quelques résultats aussi avec vous. Parfait. Merci à tous d'avoir pris le temps d'y répondre. Et donc, je vais passer aux questions-réponses. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai regroupé parmi toutes les questions 4 à 5 questions par intervenant. Donc, je m'excuse pour les questions qui ne pourront pas être traitées. C'est comme en physique, on n'a pas forcément la possibilité de toutes les traiter. Mais par contre, on fera un export des questions par la suite et on essaiera d'y répondre d'une façon ou d'une autre dans le retour sur événement. Donc, alors, au tout début, pour Gilles, du coup, en fait, on avait pas mal de questions, je pense, de personnes qui devaient plus ou moins s'y connaître sur la partie GNV et des définitions entre GNL, GNC, GNV, bio-GNV. Je pense que les gens s'y sont un petit peu perdus là-dessus. Il y a eu quelques réponses apportées dans le chat, mais je ne sais pas si tout le monde les a vues. Donc, est-ce que vous pouvez réexpliquer voilà, ces différents termes? Alors, Gilles, est-ce que du coup, Gilles a le micro d'activer? Oui. Voilà, c'est bon, on m'entend? Ah, super, on vous entend, oui. Voilà, oui, merci. Alors, le GNV, c'est le terme générique, gaz naturel pour véhicule. Et pendant très longtemps, il n'y a eu qu'une version comprimée du gaz, donc le GNC. Et depuis 2014, il existe donc une version liquéfiée. Alors, c'est pas venu tout seul, c'est simplement que, en fait, une partie des approvisionnements de la France en gaz naturel se fait par bateau. Et le gaz est liquéfié pour être transporté en plus grande quantité énergétique dans les bateaux. Donc, quand il arrive dans les ports méthaniers français, il est ensuite regazéifié dans les réseaux. Une partie de ce gaz-là est maintenant conservée pour alimenter directement des stations-service gaz. Donc, c'est par transport de camions. Et puis, ça alimente également des process industriels chez des industriels qui n'ont pas accès au réseau de gaz. Voilà. Et donc, le GNL est apparu à peu près en 2014. Et comme l'a dit l'intervenant, le dernier intervenant, effectivement, il y a un écart très significatif sur l'autonomie. Alors, c'est pas les mêmes contraintes en termes d'approvisionnement, c'est un peu plus compliqué pour le GNL. Mais dans un cas, on a des autonomies pour des véhicules classiques jusqu'à 500 km en GNC. Et le GNL permet d'aller avec des autonomies jusqu'à 1500, 1600 km. Voilà. Et sur le bio-GNV, comment vous l'intégrez dans ces définitions aussi pour que tout le monde puisse suivre? Je pense qu'on l'a déjà redéfini, mais voilà. Alors, en fait, le méthane,
Alors, je vais en apprendre à certains, ça peut-être que le méthane a été mis en évidence en 1776 par Alessandro Volta, le même qui a inventé la pile électrique en 1800. Il avait mis ça en évidence dans les marais en captant les gaz au-dessus des marais. Et donc, il avait isolé le méthane, qui en l'occurrence était un méthane renouvelable, hein, puisqu'il n'était pas enterré dans le sol. Et donc, s'est développé progressivement en fait le méthane fossile dans les champs gaziers. Donc, on le récupère dans le sous-sol. C'est en fait la transformation des matières organiques pendant des millénaires. Et puis, il y a cette version renouvelable qui est apparue en fait, on a pu commencer à injecter dans les réseaux en 2011 du biométhane. Et donc, ça a été le développement d'une nouvelle ère pour le GNV, puisque on va progressivement, alors ça va pas se faire tout de suite, hein, bon, les acteurs de la filière méthanisation connaissent bien le sujet. C'est un de nos sujets de préoccupation, d'ailleurs, d'avoir suffisamment de biométhane pour, en 2050, en fait, ne plus avoir de gaz fossile dans les réseaux, mais n'avoir que du gaz renouvelable. Donc, il y a 3 procédés. Il y a la méthanisation, donc la fermentation des déchets fermentescibles. Il y a la méthanation et puis la pyrogazéification. Voilà, il y a 3 procédés. Et l'ADEME pense qu'en 2050, il y aura un tiers de méthanisation pour les gaz renouvelables, un tiers de pyrogazéification et un tiers de méthanation. Voilà. Parfait, merci. Et j'ai envie alors j'ai un écho. Du coup, Gilles, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Je pense que c'est pour ça qu'il y a de l'écho. Merci. Merci pour ces différents éléments. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi les premières sessions, je pense que vous aurez aussi un peu plus d'informations là-dessus. Et sur les sujets pyrogazéification, si ça vous intéresse, on a aussi un événement prévu du coup le 12 novembre à ce sujet. Je pourrais vous en dire un petit peu plus par la suite. Alors Gilles, je vais vous demander par contre de réactiver le micro ensuite. Il y avait une dernière question pour vous sur plutôt le coût du bio-GNV par rapport au GNV. Donc la question qui s'affiche, la station distribuante du biogaz dans les barèmes a indiqué le bio-GNV à 1 euro du kilogramme, plus que le GNV. Donc est-ce que vous pouvez indiquer les raisons de ce surcoût, en tout cas si vous avez des éléments aussi de réponse à apporter du coup à Judith? Oui, alors en fait la production de biométhane coûte plus cher que la production, enfin l'importation de gaz fossile. C'est de l'ordre de 3-4 fois plus cher. Donc c'est compensé par un tarif de rachat lorsqu'on injecte dans les réseaux de gaz. Il y a un mécanisme qui va se mettre en place, parce que j'ai vu passer ça dans le chat, sur le biométhane non injecté dans les réseaux à usage carburant. Eh bien, ça a été inscrit dans la loi d'orientation des mobilités. Ça va être traduit sous forme d'un décret. Il y aura un mécanisme financier pour accompagner le développement du biométhane non injecté dans les réseaux, là où il n'y a pas possibilité de l'injecter, puisqu'il n'y a pas de réseau, ou les réseaux seraient trop petits. Voilà. Donc le biométhane coûte plus cher à produire, 3-4 fois, je l'ai dit. Et donc, lorsqu'un fournisseur de gaz vend du gaz naturel comprimé à un transporteur, il lui vend également des certificats de garantie d'origine qu'il achète aux producteurs de biométhane. Bon, tout ça est en train d'évoluer, hein, mais actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a un surcoût qui est répercuté, en fait, par le fournisseur de carburant GNV à son client. Voilà. Donc, c'est ce qui explique le surcoût. Il faut savoir qu'il y a des régions, en fait, qui ont des dispositifs d'accompagnement du développement du bio-GNV et qui, par des mécanismes financiers, compensent ce surcoût du bio-GNV et donc font que le bio-GNV, est vendu au prix du GNV. Voilà. L'explication, elle est économique sur le fait que ce soit plus cher. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Voilà, juste couper le micro juste après, merci. Pour laisser un petit peu de temps aussi aux autres questions, je vais passer à Xavier, donc sur votre intervention. Alors déjà, pour information, j'ai vu qu'il y avait eu des demandes sur les clients avec qui vous travaillez ou les partenaires, notamment, je crois, Tristan. Vous aurez les coordonnées de Monsieur Gautreau sur sa dernière slide, donc vous pourrez lui demander ces éléments en direct. Et l'étude, je crois que c'est l'étude IFPEN, du coup, le lien a été mis dans le chat, si vous avez des questions un peu plus poussées là-dessus. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de questions sur la partie CO2 ou émissions de CO2, et notamment sur la slide 13 où vous aviez
la baisse du coup de l'émission de CO2, une petite augmentation de 2018 à 2019. Certains voudraient des explications sur cette augmentation. Tout à fait. Ok, donc en effet, depuis 2018-2019, clairement, on voit que l'émission et les émissions moyennes de la flotte au niveau européen ont commencé par stagner puis par réaugmenter légèrement. Il y a principalement deux phénomènes qui sont attribués. C'est d'une part, comme je le disais, le Dieselgate qui a, on va dire, favoriser une diminution des ventes de véhicules diesel qui ont quand même un avantage CO2 par rapport aux véhicules essence, on va dire. Et d'autre part, le deuxième point aussi qui est quand même important, c'est l'augmentation aussi des masses des véhicules vendus ces dernières années, notamment ce qu'on appelle les SUV, qui sont pas forcément les véhicules, on va dire, les plus économes, de par leur masse, de par leur aérodynamisme. Voilà, donc en effet, l'augmentation aussi de la part de marché de ces SUV, on va dire, ne va pas forcément dans la bonne tendance de faire diminuer les émissions de CO2. On peut dire ça aussi. D'accord. C'était justement un des points justement d'une personne, Thomas, qui demandait si c'était lié au SUV. Du coup, vous avez votre réponse. C'est un des deux facteurs qui sont mis en avant. Alors après, il faudrait être capable de faire des choses très très précises, de quantification très très précises. Mais en tout cas, ce sont les deux facteurs qui sont mis en avant. Très bien, merci pour la réponse. Autre sujet, je pense qu'il y a eu les réponses dans le chat, mais si vous pouvez aussi mentionner du coup à l'oral la différence en termes d'émissions de CO2 entre GNV et le bio-GNV. Alors là, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle comme émission de CO2. Si on parle des émissions de CO2 du réservoir à la roue, c'est-à-dire brûler le gaz qui est, enfin consommer le gaz qui est dans le véhicule jusqu'à l'échappement, là, il n'y a pas forcément de différence. La différence fondamentale vient du fait, si on considère le cycle de vie, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire le cycle de vie complet depuis la production du carburant, sa distribution et jusqu'à son utilisation dans le véhicule. Le fait que le bio-GNV soit justement issu de la méthanisation de biomasse fait que, en fait, les émissions de CO2 lorsque l'on consomme le bio-GNV sont en fait compensées par la captation du CO2 dans l'atmosphère par la biomasse produite. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, entre très gros guillemets, c'est pas forcément si simple. Mais bon, voilà. L'analyse de cycle de vie du bio-GNV fait en effet que la phase de production, les émissions de CO2 liées à la phase de production du carburant lui-même sont neutres. Et donc, il ne reste plus qu'entre guillemets la phase de distribution et de fabrication du véhicule et ainsi de suite, qui elle, voilà. D'où le fait qu'en analyse de cycle de vie complète, quand on compare un véhicule bio-GNV à un véhicule diesel, par exemple, ou carburant liquide au sens large, globalement, on est à une diminution des émissions de CO2 complète, donc du réservoir à la roue, de l'ordre de 80%. Voilà, Très bien. j'espère avoir été clair. C'est très clair, merci beaucoup. Et ensuite, de toute façon, je pense que ces éléments d'ACV sont disponibles aussi de façon plus approfondie dans l'étude de l'IFPEN, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Alors là, et puis oui, tout à fait, qui est disponible aussi via d'autres réseaux, mais oui. Très bien. La dernière question pour vous, on a deux questions en fait qui sont liées au rendement typiquement des véhicules diesel versus bio-GNV versus électrique. Alors pour la première partie, c'est plus facile. C'est-à-dire que, alors ça dépend aussi de quel type de véhicule on parle. Si on parle des véhicules lourds, qui on va dire la voie principale, on va dire d'utilisation du biogaz aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui un véhicule diesel lourd, c'est-à-dire un poids lourd ou un autobus, ont des motorisations qui ont des rendements quand même supérieurs à la base, c'est-à-dire qui est de l'ordre plutôt de 45%, à comparer aux 40% aujourd'hui des motorisations existantes. Mais d'où l'objectif aussi à relativement court terme quand même, d'avoir des motorisations gaz qui soient tout à fait
capable d'atteindre de tels rendements. Après, le rendement ne dit pas forcément émission de CO2, parce que comme j'ai essayé de l'expliquer rapidement, la consommation d'une certaine quantité d'énergie de gaz émet moins de CO2 grâce à son effet, son contenu chimique, émet moins de CO2 que la combustion de la même quantité d'énergie de gazole ou d'essence. Donc voilà, il y a le rendement d'une part, c'est le rendement de la motorisation. Après, il y a l'effet transformation, enfin émission de CO2 lié au carburant lui-même. Et quand on combine tout ça, globalement, on a quand même un intérêt en termes d'émissions de CO2 au final à consommer du gaz par rapport à du diesel déjà à la base. Voilà. Et par rapport à l'électrique, puisque c'était une question qui était aussi posée. Ouais, alors là, par contre, l'analyse globale est beaucoup plus compliquée parce que ça dépend beaucoup de là où on branche sa prise électrique, c'est-à-dire en fait du mix énergétique qui a permis de produire les kilowattheures que l'on va utiliser pour faire le plein de sa batterie. Donc là, voilà, j'ai pas forcément de réponse. Et on ne parle pas de toute façon de rendement. Enfin, si on parle de rendement des composants eux-mêmes, les composants moteurs électriques ont des rendements très élevés, c'est-à-dire de l'ordre de 90-95% pour un moteur électrique. Mais voilà, après, voilà, on compare pas les mêmes choses. Voilà, donc honnêtement, je peux pas répondre de façon très précise à cette question-là parce qu'on ne compare pas les mêmes choses, on ne compare pas la même chaîne énergétique complète et ainsi de suite, quoi. Et je suis d'accord avec vous sur ces points-là. Parfait, je pense qu'on a terminé sur ces différentes questions par rapport à votre intervention. On va passer. Je vous remercie. Merci à vous. On passe à Olivier. Donc, on avait plusieurs questions et je pense qu'il y a eu de l'intérêt sur les études que vous avez faites par rapport aux tracteurs, mais aussi des questions sur d'autres typologies de véhicules que vous avez mentionnées, balayeuses et autres. La première question, plutôt technique, était liée du coup à, je vais la retrouver pour la faire afficher. C'était lié à la quantité du coup de gaz en kilos qui est nécessaire pour faire rouler en quelques heures le tracteur roulant au bio-GNV. D'accord. Alors ça, c'est très important à regarder. Hein. Ça va être aussi beaucoup, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre tracteur? Est-ce que vous voulez tracter une remorque qui est presque vide, ou est-ce que vous voulez labourer fortement votre champ, demander beaucoup de puissance? Donc, ce qui va être très important, c'est de bien connaître le cycle d'utilisation du véhicule et de l'adapter. Par exemple, hein, je vais prendre un exemple, je ne vais pas parler du tracteur, je vais prendre l'exemple de la balayeuse que j'ai montré. Hein, cette balayeuse, elle a besoin, on a mesuré, on a été analyser le travail de la balayeuse sur son cycle, et ça nous a permis de dimensionner au plus juste le stockage d'énergie et gaz à bord du véhicule. C'était un véhicule qui était quand même qui permet facilement d'avoir un stockage de 120 litres de diesel, je crois bien, hein, ou 150 litres, non, 150 litres, un réservoir 150 litres de diesel, vous multipliez par 5, ça fait un volume assez important. Donc, si on voulait avoir la même autonomie, un rendement égal de la machine avec du gaz par rapport au diesel, il faudrait avoir un stockage très important. Donc, il va bien falloir connaître l'usage du véhicule. Hein, et puis, il y avait un intervenant, hein, vous vous souvenez un peu, on va dire, c'était dans le premier webinaire ou dans le deuxième, qui avait donné un premier ordre de grandeur. 1 litre de diesel peut être comparé à 1 litre de gaz, à 1 litre de gaz. Voilà. Donc, imaginez votre tracteur, vous le connaissez mieux que moi peut-être. Hein, si vous voulez l'utiliser, je sais pas, pour 10 litres ou 20 litres de diesel, il va falloir 20 kilos de gaz qui, à 200 bars, va être à peu près représenter un volume de 100 litres. Alors du coup, ça rejoint la question suivante, justement pour le stockage à 300 ou 400 bars pour augmenter l'autonomie. Parce qu'on parle par exemple, la partie hydrogène, on parle de 700 bars.
D'accord. Alors, le gaz naturel et l'hydrogène ne sont pas tout à fait identiques. Hein. Il y a un intérêt de comprimer l'hydrogène jusqu'à 700 bars pour obtenir une autonomie. Le gaz naturel, par sa composition, on gagne plus beaucoup en compressibilité, on gagne plus beaucoup d'autonomie. Il faudrait dépenser beaucoup d'énergie pour le comprimer plus. Euh, pour avoir, on peut monter à 300 bars, hein, ça peut avoir un intérêt de monter à 300 bars, mais plus non, hein, par rapport à l'énergie que ça demanderait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très fort recul sur ces réservoirs, hein, à 200 bars. Il y a toute une offre disponible. Il faut y penser aussi. Hein, donc, faire un réservoir à 200 bars, c'est assez facile. Hein, un stockage plus haut, c'est encore nouveau. Ok, merci pour ces différents éléments de réponse. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Les deux autres questions sont plus liées par rapport au prix d'un système de motorisation. Je vous les donne ensemble, les deux questions. Le prix d'un système de motorisation GNV pour tracteur et des questions plutôt liées à la maintenance qui est habilitée du coup sur ce type de véhicule, typiquement des nouveaux tracteurs BioGNV, à faire la maintenance. Alors, le prix, c'est toujours une problématique, hein, c'est important. Une part importante de la transformation ou d'un véhicule, que ce soit une transformation d'un véhicule ou existant, c'est aujourd'hui le stockage. Le stockage du gaz, il est important. Il y a aussi des façons d'acheter les réservoirs. Il faut se regrouper. Hein, c'est pas forcément facile d'acheter un seul réservoir. Donc, une part du coût va résider dans cet ensemble. Alors, je voudrais pas donner de chiffres, mais vous pouvez peut-être prendre simplement dans de la petite série du véhicule industriel. Si on prend un réservoir de 150 litres, une grosse bouteille à 200 bars, équipée de ces vannes, hein, il y a des composants assez spécifiques, et ben, on va pouvoir acheter un réservoir vers les 800 € pour 150 litres. Si vous voulez aller jusqu'à 300 litres, 400 litres, et ben, voilà, vous multipliez. Ensuite, il y a toute la partie que j'ai voulu expliquer et mettre en évidence dans le processus. Il va falloir qualifier, il va falloir transformer il va falloir les certifier. Donc ça a un coût. Aujourd'hui, il faut le mettre en relation par rapport à des problématiques de volume aussi, de quantité, de diversité de véhicules. Donc, nous, on envisage des solutions à surcoût qui sont possibles entre 10, 15, 20% par rapport à un véhicule existant. Très bien, merci. Et puis, la question c'est très important parce que ça, c'est un point à développer plus en amont. Hein. Alors, il existe aujourd'hui un service. Par exemple, nous, pour les villes, hein, on a une 24 heures sur 24, on est capable de répondre. On a créé une adresse internet qui s'appelle SAVBus. @crmt.fr qui permet de récupérer et d'apporter une assistance. Donc, il y a toute une offre et il y a tout un réseau qui existe. Il faut qu'il soit mieux connu et il faut qu'il soit mieux développé. Mais ça, c'est après, quand on met une solution en route, et ben, ça se développe. Oui, et puis de toute façon, je pense que c'est sur les nouvelles énergies, de toute façon, il y a une vraie problématique autour de la formation, de l'opérationnalité et de la maintenance. Donc, on sait qu'il y a des formations qui sont en train de se mettre en cours aussi dans la région. Et la dernière... Oui, juste pour ça, on est intervenu il y a l'année dernière au BTS MCI, donc moteur à combustion à Givors, hein, sur un cycle de formation sur le moteur à gaz. Donc, voilà, ça commence à se mettre en place. D'accord, vous pourrez mettre le lien éventuellement dans le chat si certains sont intéressés là-dessus. Et la dernière question pour vous, et alors je suis désolée, je pense qu'on dépassera un petit peu les 12h30, peut-être jusqu'à 12h40, essayez de rester encore en ligne un petit peu le temps qu'on finisse les questions. Et la dernière, c'était lié à votre processus de transformation d'un engin agricole au bio-GNV. Est-il viable pour une commercialisation à court terme ? Alors ça, c'est une bonne question. Ce qu'on veut faire sur le tracteur, je vais aller vite, sur le tracteur classe Celtics, on veut avoir un tracteur qui tourne, un moteur qui tourne à peu près au milieu de l'année prochaine et un tracteur qui sera fonctionnel à la fin de l'année prochaine. D'accord.
Après, ben voilà, j'ai bien insisté, j'ai bien fait une proposition sur la viabilité de la commercialisation. Il faut se regrouper, il faut mettre des efforts ensemble, il faut trouver les bonnes voies avec tous les partenaires. Vous cherchez encore d'autres partenaires? C'est encore ouvert si on fait appel aussi aux personnes qui sont peut-être auditrices? Oui, et puis on a, par rapport à cette initiative, on est rentré maintenant en contact avec l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Il y a d'autres associations. Donc on va trouver, c'est en travail. Et puis voilà. Il y avait une question. Je sais plus. Non, excusez-moi. Pas de souci. Bah, si vous voyez d'autres questions, je vous laisserai y répondre dans le chat peut-être, et on va passer du coup aux questions pour Sébastien. Donc les dernières questions. Alors par contre, je vois pas la caméra. Ah oui, excusez-moi, juste parce que ça c'était important. J'ai vu dans ça est revenu. Oui, CNH va proposer travail sur un tracteur New Holland de taille T6. Je vous ai montré que dans les véhicules non routiers, il y avait plusieurs classes de motorisation. Nous avons pris le parti de regarder la taille inférieure au moteur T6. Donc plutôt des motorisations qui sont 120 chevaux maximum à ce qui est inférieur. Ça, c'est venu, pourquoi? Parce que pour le Grand Paris, on nous a demandé de regarder des tracteurs pour rentrer dans le Grand Paris, dans une zone où le diesel sera interdit. Merci, voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci pour ces éléments supplémentaires. Est-ce que du coup Sébastien est en ligne? Est-ce qu'on... Oui, on vous entend. Très bien. Donc il y avait quelques questions du coup sur votre dernière intervention. Donc on est toujours intéressé de voir comment ça se met en place opérationnellement parlant chez les transporteurs. Je pense qu'il y avait surtout des questions autour du coût de la station, comment vous en êtes sorti puisque vous l'avez fait aussi, comme vous l'avez dit, artisanement. Au final, combien ça vous a coûté, à la fois, je pense, en termes de station et puis en termes peut-être de frais supplémentaires par rapport à l'achat de véhicules, etc. Parfait. Donc, je vais vous donner des données. Donc, la station, aujourd'hui, nous avons 5 perches. Donc, on peut charger 5 camions en simultané. Aujourd'hui, la station, on l'a prévue évolutive. En clair, aujourd'hui, on a mis un compresseur de 45 mètres cubes. Et on a prévu, si vous voulez, 3 voies. C'est-à-dire qu'on peut tripler la capacité, voire même la multiplier par 9. En fonction de la taille des compresseurs et le nombre de compresseurs qu'on met. En fait, c'est exponentiel, le gaz, voilà, il sort du réseau, on peut le compresser. Donc aujourd'hui, le prix de la station, pour en revenir à ça, c'est environ 130 000 euros. Aujourd'hui, on a un petit compresseur de 45 mètres cubes. Voilà, si demain on devait prendre un compresseur plus gros, voilà, c'est des prix qui gonflent assez rapidement tout de même. Voilà. Après, pour le surcoût d'un véhicule, alors chaque transporteur, en fonction de sa flotte, a des négociations qui lui sont propres. Donc, je vais arrondir un peu les angles parce que je ne vais pas me faire d'ennemis dans les négociations de tracteurs. C'est un sujet complexe. Grosso modo, aujourd'hui, un tracteur, pour que tout le monde comprenne, un tracteur, c'est ce qu'on met devant une totliner, une semi, hein, d'accord. Un tracteur routier, aujourd'hui, ça coûte à peu près 90 000 euros, 95 000 euros pour un diesel. Je parle d'une marque lambda, quoi, hein, Renault, Mercedes, Renault. Après, si on est sur du Scania ou des gros véhicules, c'est beaucoup plus cher. Mais on va dire c'est le prix de base. Et après, sur un véhicule gaz, on est sur à peu près 125 000 euros. Donc la différence est à peu près de 30-35 000 euros. Ce qui s'amortit, ce qui se récupère, comme on a dit tout à l'heure, avec le suramortissement. Il n'y a pas d'AdBlue. Donc, il y a pas, vous savez, l'AdBlue, c'est un produit de synthèse qu'on met dans les véhicules diesel pour essayer de capter les microparticules. Donc, on n'en a pas sur le gaz. Il y a le suramortissement et puis on paye la molécule moins cher. Voilà. Aujourd'hui que le prix du gasoil. Même si depuis la crise du coronavirus, le gasoil a beaucoup baissé. Donc, on a un écart qui fluctue, mais voilà, ça reste rentable. Voilà. Très bien, merci pour ces éléments. Je pense que ça rejoint une partie de la question suivante que je devais voir afficher. Et je pense qu'on l'a déjà eu posé dans les 2 webinaires précédents. C'est si vous valorisez directement le biométhane en bio-GNV, donc sans passer par l'injection de réseau, on n'a pas forcément les tarifs d'achat très avantageux. Est-ce que vous avez réalisé une approche bilan économique du coup de cette seconde unité?
Oui, alors on a fait quelque chose de très très pointu. On a même mis au point 6 scénarios. Alors je vais pas vous les décrire parce qu'il faudrait une après-midi entière. Et on est parti sur plusieurs plans. Alors ce qui semble se définir, c'est que le deuxième méthaniseur qu'on va essayer de monter sera un gros méthaniseur. On va faire et donc à l'issue de ce méthaniseur, on va faire de la cogénération. Voilà, donc une partie va partir dans le réseau EDF. Et ce qui nous permet en fait d'amortir, si vous voulez, le méthaniseur. Ce qui nous permet d'avoir des coûts compétitifs pour pouvoir utiliser directement le gaz. Aujourd'hui, clairement, il y a, on dirait entre guillemets, GRDF achète le gaz à un prix tel que ce serait vraiment pas rentable de le consommer directement dans l'état actuel. Vous voyez, si on fait un méthaniseur et on dit voilà, on décide aujourd'hui d'utiliser le biométhane directement, le bio-GNV pardon directement. Économiquement, ce serait pas possible. Alors, il faudrait des années d'amortissement en plus. Enfin voilà, ça serait à mon avis pas crédible financièrement. Donc, ce qui est crédible, c'est d'avoir une cogénération, de pouvoir en injecter dans le réseau EDF ou voire GRDF et en garder une partie pour alimenter une station. Voilà. C'est un peu complexe parce que combien de camions vont s'approvisionner, quelle réserve il faut, etc. C'est des calculs assez précis, c'est des partenariats qu'on cherche à établir avec les communautés de communes et les transporteurs qui travaillent avec nous. Enfin voilà, c'est un travail très intéressant, mais assez pointu qu'il faut qu'on mène si on va arriver à consommer, entre guillemets, notre propre gaz. Enfin, un gaz en tout cas très local, quoi. Voilà, ce serait le nôtre, hein. Ça ne nous appartient pas, mais ça serait très local, quoi. Voilà. Merci à vous pour ces différents éléments de réponse. On arrive à la fin de cette session. Je ne sais pas si Thomas a la possibilité de reprendre la parole pour conclure. Sinon, je le fais moi. Je suis là. Ah, parfait. Donc, je vais juste dire quelques mots, puis je te laisse la parole. En tout cas, merci aux différents intervenants. Et juste sur votre dernier point, Sébastien, je pense que c'est intéressant de mentionner, du coup, que vous avez besoin à la fois des communautés de communes, des collectivités, à la fois de la production d'énergie. Et puis, vous, en tant que transporteur, ça illustre bien, du coup, les 3 webinaires qu'on a fait sur les différentes thématiques. Donc, j'espère que ça a aussi répondu aux attentes de chacun. Et puis, je laisse la parole, du coup, à Thomas. Merci encore. Merci Nadine pour cette session questions-réponses. Il faudrait quitter le mode questions. Ah voilà. Alors pour conclure, je vous remercie tous pour votre participation et votre intervention pour les intervenants. Pour information, toutes les présentations des 3 webinaires seront en ligne dans les prochains jours, ainsi que les enregistrements. Voilà. Je ne sais pas si Nadine veut conclure après moi. On a terminé. On va laisser quelques minutes la plateforme ouverte pour que chacun puisse éventuellement recommuniquer une dernière fois dans le chat et on va la fermer dans 3-4 minutes. Mais le son va être coupé pendant les 3-4 minutes et puis on remercie l'ensemble des participants, des auditeurs, des intervenants, surtout ceux qui ont pu du coup être attentifs aux 3 webinaires. Et encore une fois, si vous n'avez pas eu la chance du coup d'être présent pour les 2 derniers, on mettra en ligne du coup les informations de toute façon, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Merci encore et puis Quentin, je te laisse du coup couper micro et caméra pour les participants et intervenants. Merci.